conscience. Le soleil écrasait la ville, faisant miroiter les vitres poussiéreuses des hauts bâtiments administratifs du plateau. Au 6e étage d'une tour grise, dans un bureau exigu aux murs tapissés de classeurs et d'archives, un homme relisait les mêmes feuilles depuis des heures. Il s'appelait Ousmane Sonko, inspecteur des impôts âgé de 38 ans, à la posture droite, aux yeux vifs, mais à l'âme troublée. Les dossiers devant lui étaient loin d'être ordinaires. Entre les lignes dactylographiées et les chiffres alignés se dissimulaient des preuves claires de détournements massifs, de trafic d'influence, de faveurs fiscales injustifiées accordées à des entreprises écrans. Les signatures au bas de ces documents, celles de ministres, de conseillers d'État, d'hommes d'affaires, liés au sommet du pouvoir. Le cœur de Sonko battait vite. Pas par peur, par colère. Car il savait que ces documents, s'ils venaient à sortir, feraient trembler la République. Mais il savait aussi que toute dénonciation aurait un prix. Sa carrière, sa sécurité, peut-être même sa vie. Dans les couloirs, on racontait à voix basse l'histoire d'un autre inspecteur, Sidi Ba, suspendu sans motif officiel pour avoir osé poser des questions similaires. Depuis, plus personne ne parlait, plus personne n'osait. Mais lui, il ne voulait plus se taire. Ce n'était pas une décision impulsive, c'était une accumulation. Chaque rapport falsifié, chaque réunion où l'on lui demandait de fermer les yeux, chaque silence de ses collègues devenait une épine dans sa conscience. Un soir, en quittant le bureau, il leva les yeux vers le drapeau sénégalais flottant sur le toit. Il pensa à ses enfants, à leur avenir, à ce qu'il leur répondrait s'il lui demandait un jour « Papa, qu'as-tu fait quand tu as découvert la vérité ?» Ce soir-là, quelque chose s'éveilla en lui. Ce n'était pas encore une révolution, c'était un serment silencieux. Le vent chaud de la saison, sèche soufflait sur les couloirs, glacial de l'administration. Derrière les façades lisses et les salutations cordiales, les regards devenaient plus lourds, les voix plus prudentes. Depuis quelques mois, Ousmane Sonko n'était plus simplement un inspecteur rigoureux. Il était devenu un homme qui dérange, celui qui posait trop de questions, celui qui demandait des comptes, celui qui refusait les compromis. Il ne le disait pas publiquement. Pas encore. Mais à l'intérieur, le combat avait commencé. Chaque jour, il croisait des visages familiers, des collègues, des supérieurs, parfois même des amis. Mais il ne savait plus sur qui compter, car l'ennemi n'était pas extérieur. Il portait des badges, des cravates, des sourires. Il vous saluait, puis transmettait votre nom à la hiérarchie. Sonko se savait observer. Les convocations se faisaient plus fréquentes. On lui demandait de modérer ses propos, de rester dans le cadre. Un matin, il reçut une note interne. Il devait abandonner une enquête en cours sur une société pétrolière liée à un ministre. Il refusa. Le lendemain, son ordinateur fut saisi sous prétexte de vérification technique. Le surlendemain, on lui retira une mission stratégique. Puis un collègue lui murmura dans un couloir désert. « Fais attention, ce n'est pas un jeu. » Mais il était déjà trop tard pour reculer. Car le vrai danger n'était pas dans les dossiers, mais dans la peur collective, dans la résignation des autres, dans le silence des honnêtes qui détournèrent les yeux. Et c'est là qu'il comprit. Le système n'avait pas besoin de tirer sur ses opposants. Il suffisait de les isoler, de les faire douter, de les faire taire eux-mêmes. Mais Sonko, lui, n'allait pas se taire. Il commença à compiler des preuves. Il rédigea des rapports. Il alerta discrètement des journalistes. Il parlait peu, mais il avançait. En silence, il traçait une ligne de front entre sa conscience et l'impunité. Des rues de Dakar aux villages reculés, son discours rallie les oubliés. Sonko devient bien plus qu'un politicien, un espoir incarné. La caméra survole Dakar à l'aube. Les rues sont encore endormies, mais déjà des voix s'élèvent. Des voix qui répètent les mots d'un homme que l'État croyait avoir fait taire. Ousmane Sonko, exclu de la fonction publique, banni des couloirs officiels, entre dans une autre arène, celle du peuple. Une parole libre. Son premier discours en tant que leader indépendant, prononcé dans une salle modeste du quartier de la Médina, devient viral. Pas de maquillage médiatique, pas de langue de bois. Sonko parle comme on n'a plus l'habitude d'entendre, avec une sincérité brute. Ils veulent qu'on croie que notre avenir est entre leurs mains. Mais notre avenir, c'est nous. Cette phrase, captée par un simple téléphone, déclenche une onde de choc. Elle traverse les quartiers populaires, pénètre les marchés, s'infiltre jusque dans les villages les plus reculés du Fouta, du Ciné Saloum, de la Casamance. Image d'adhésion. On le voit maintenant dans un pick-up poussiéreux, saluant des enfants en haillons, serrant la main de pêcheurs à Guet-Ndar, discutant avec des étudiants sous les arbres d'un campus décrépit. Partout où il passe, il ne promet pas l'impossible. Il écoute, il nomme les injustices, et surtout, il ne fuit pas les regards. Les anciens murmurent « Ce garçon, il parle comme Sankara ». Les femmes disent
Il ne nous méprise pas. Il marche avec nous. Les jeunes crient. Enfin d'un homme qui n'a pas peur. De simple fonctionnaire à phénomène social. À l'insu du pouvoir, Sonko devient un symbole. Il n'a pas de convoi blindé, pas de parti politique structuré, pas de télé. Mais il a quelque chose de plus fort. La légitimité née de l'humiliation, de l'exclusion et de la résistance. Il fédère les frustrés, les méprisés, les laissés pour compte. Et surtout, il rend audible une douleur collective longtemps refoulée. Des lycéens impriment ses phrases sur leurs t-shirts. Des marabouts parlent de lui comme d'un fils de roi. Plan final. Un amphithéâtre improvisé en plein air, dans un quartier périphérique de Dakar. Des centaines de jeunes sont assis sur des briques, des cartons, des chaises bancales. Sonko parle sous un ciel orangé. Ce que je veux, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce que je veux, c'est que chaque enfant ici ait le droit de rêver. Une ovation, des larmes. Et quelque part, dans les bureaux dorés du pouvoir, une inquiétude silencieuse grandit. Les masques. Accusé de viol, vilipendé dans les médias, Sonko fait face. Mais le peuple voit clair. Les mobilisations explosent. Les consciences s'éveillent. Un piège soigneusement tendu. Février 2021. Alors que la popularité de Sonko ne cesse de croître, une rumeur se propage comme une traînée de poudre. Une jeune employée d'un salon de massage porte plainte pour viol contre lui. L'annonce est brutale, soudaine, amplifiée par les radios, les chaînes TV et les journaux proches du pouvoir. Les gros titres s'enchaînent. Le masque tombe. Le héros du peuple ou le bourreau des femmes? Et Sonko rattrapé par ses pulsions. Mais beaucoup n'y croient pas. Trop net, trop calculé. Une manœuvre évidente pour ceux qui savent lire entre les lignes. Dans les quartiers populaires, dans les universités, dans les taxis, un mot revient, complot. Car tous se souviennent que quelques semaines plus tôt, Sonko avait promis de dévoiler les noms impliqués dans des scandales économiques massifs. Et soudain, le scandale change de nom. Les contradictions pleuvent. Le salon n'a pas de licence officielle. La plaignante change plusieurs fois de version. Les éléments de preuve sont gardés secrets. La procédure judiciaire semble orchestrée dans l'urgence. Le théâtre politique est en marche. Un matin, les forces de l'ordre bloquent l'accès à son domicile. Sonko est assigné à résidence sans mandat clair. Le pays se fige. Mais ce que le pouvoir n'a pas prévu, c'est la réaction. L'indignation embrase le pays. Des milliers de jeunes descendent dans les rues. Ils ne réclament pas la libération d'un homme. Ils crient leur soif de justice. Car ce qu'ils voient, ce n'est pas seulement Sonko sur le banc des accusés, c'est leur propre avenir qu'on tente d'écraser. À Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, des voix s'élèvent, des poings se lèvent. Les manifestants bravent les gaz lacrymogènes. Les slogans changent. Ce n'est pas Sonko qu'ils veulent enterrer. C'est notre espoir. Le sang coule. Des affrontements éclatent. Des jeunes tombent. L'État vacille, mais garde son cap répressif. Internet est coupé. Les opposants sont arrêtés. Les rues sont militarisées. Un jeune homme filme en direct, sa voix tremble. Ils ont peur. Pas de Sonko, de ce qu'il représente. Plan final. Sonko, dans le box des accusés. Il fixe la caméra. Silencieux. Le visage fermé mais l'aura intacte. Derrière lui, une foule invisible mais bien réelle. Celle d'un peuple qui ne se laisse plus manipuler. Dans un palais de justice encerclé, un homme tient tête. Les incohérences du dossier apparaissent. Le jugement devient politique. Le jour redouté arrive. Mars 2023. Après 2 ans de rebondissements, de convocations brutales, de mises en garde à vue et de rumeurs incessantes, Ousmane Sonko est enfin convoqué devant la justice. Le pays retient son souffle. Le palais de justice est transformé en forteresse. Blindés, policiers casqués, barbelés. À l'intérieur, journalistes du monde entier, observateurs internationaux, avocats crispés. À l'extérieur, une foule muette maintenue à distance. Entrée d'un accusé debout, il apparaît. Costume est sombre, regard droit. Il s'avance lentement, puis s'assoit dans le box. Il ne baisse pas les yeux, il ne fuit pas. Il affronte. Je suis prêt à répondre, mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour défendre une idée. Un procès sous tension. Dès les premiers échanges, les vices de procédure éclatent. L'accusatrice ne se présente pas physiquement. Les preuves annoncées ne sont pas produites. Des témoins manquent à l'appel. Des experts refusent de comparaître. Et pourtant, l'appareil judiciaire avance, implacable, comme si le verdict était écrit à l'avance. Mais dans les esprits, une fracture naît. Ce procès ne juge pas seulement un homme, il juge un symbole, une voix, une alternative. Et chacun le comprend. Les débats sont retransmis en direct sur les réseaux. Chaque silence, chaque mot devient viral. Des montages circulent. Des avocats dénoncent l'instrumentalisation. Des magistrats parlent, à visage couvert. Une juge murmure hors micro. On veut le condamner.
Mais il nous regarde comme si c'était lui qui allait nous juger. Le monde observe. Des ONG publient des rapports. Des journalistes européens, américains, africains, comparant cette audience à une farce, mais une farce dangereuse. Car elle expose un système, elle montre les ficelles. Et surtout, elle met à nu une peur, celle d'un pouvoir en train de perdre le contrôle de son récit. Et dans les rues, la révolte couve. Des étudiants boycottent les cours, des commerçants baissent les rideaux, des jeunes s'organisent sur WhatsApp, Telegram, X. Ils sont prêts, non pas pour défendre un homme, mais pour défendre le droit de rêver différemment. Dernier plan. Le juge demande à Sonko s'il a un dernier mot. Il se lève lentement puis dit « Ce tribunal n'est pas un mur. C'est un miroir. Regardez-vous. Et demandez-vous, qui trahit vraiment ce pays ?» Silence. Coupure d'électricité dans la salle. Noir total. Condamné mais debout, Sonko devient plus qu'un opposant. Une ligne de fracture. Derrière les barreaux, c'est une nation qui se soulève. Juin 2023, le coup près tombe. Le tribunal rend son verdict. 2 ans de prison ferme. Non pas pour viol, le chef d'accusation est tombé, mais pour corruption de la jeunesse. Une formule floue, fragile, presque risible. Et pourtant, suffisante pour l'éliminer de la course présidentielle. Annonce du verdict. Ousmane Sonko est reconnu coupable. Il est condamné à 2 ans d'emprisonnement. Pas un cri dans la salle, pas un mot. Seulement des regards. Mais dehors, c'est une autre histoire. Dakar explose. Les jeunes descendent en masse. Les slogans deviennent des cris de guerre. Ce n'est pas Sonko qu'ils enferment. C'est nous. Les pneus brûlent. Les pierres pleuvent. Les sirènes retentissent. Les blindés roulent dans les quartiers populaires comme en zone de guerre. Un homme derrière les barreaux. Un peuple hors de contrôle. Sonko, enfermé, devient plus libre que jamais. Ses mots résonnent, repris en écho par des milliers de bouches. Ils peuvent m'enfermer, mais ils ne peuvent pas enfermer une idée. Le prix du silence est le sang. Des dizaines de morts, des centaines de blessés, des arrestations arbitraires, des écoles fermées, des quartiers coupés du monde. Les réseaux sociaux sont suspendus, Internet bloqué, mais rien ne freine l'élan. Une génération est née, une génération qui n'a pas peur, une jeunesse qui a vu derrière le rideau, qui sait désormais que la prison ne fait pas taire les idées, elle les propage. Des artistes, des footballeurs, des écrivains, même des religieux s'expriment. On peut emprisonner un corps, pas une conscience. Et pendant ce temps, Sonko écrit. Depuis sa cellule, il trace les contours d'un futur. Il rédige un manifeste, il transmet des messages à ses avocats. Il ne se plaint pas. Il organise, il prépare. Plan final. Une nuit noire. Une silhouette derrière les barreaux, immobile, droite. Une voix off. Ils ont choisi la prison. Mais c'est le peuple qu'ils ont réveillé. Assigné à résidence, muet mais présent, Sonko envoie un signal depuis le sud. Ziguinchor devient bien plus qu'une ville, un épicentre de résistance. Août 2023. Une pluie lourde tombe sur Ziguinchor. Les rues sont calmes, mais tendues. Dans une maison sobre, encerclée de forces de l'ordre, Ousmane Sonko est là, officiellement en liberté surveillée. En réalité, isolé, coupé du monde, assigné à résidence sans décision judiciaire claire. Mais dans cette immobilité apparente, quelque chose se prépare. Une vidéo choc. Un soir, malgré la coupure d'Internet, une vidéo fuitée apparaît sur les réseaux. Elle dure moins de 2 minutes. On y voit Sonko, affaibli, amaigri, mais le regard fixe. Je suis ici, libre, au cœur du peuple. Ils m'ont accusé, jugé, condamné, mais je ne me suis jamais rendu. Car ma liberté ne dépend pas d'un tribunal, mais de vous. Cette déclaration fait l'effet d'une bombe. Ziguinchor s'embrase. Les jeunes montent la garde jour et nuit autour de sa maison. Timbre, slogans, chants. Les rues deviennent des barricades symboliques. Une nouvelle capitale naît, celle du refus. Ziguinchor devient le cœur battant d'une nation en sursaut. Des comités de résistance se forment. Des intellectuels rejoignent le mouvement. Même d'anciens adversaires politiques expriment leur malaise. Et dans les villages alentours, les radios locales reprennent l'appel. On entend. Si Dakar dort, Ziguinchor veille. Le pouvoir panique. Des ministres sont dépêchés sur place. Des émissaires religieux sont envoyés pour négocier un silence. Mais Sonko refuse tout compromis. Il ne sort pas. Il ne parle plus. Il attend. Et c'est ce silence qui fait le plus de bruit. Dans tout le pays, on murmure. Il ne quittera Ziguinchor que pour marcher vers le palais. Plan final. Vue aérienne. Ziguinchor la nuit. Des milliers de bougies allumées devant la maison de Sonko. Au milieu, un jeune garçon élève une pancarte écrite à la main. Le Sud appelle. Le pays écoute. Alors que le pays s'enfonce dans une répression silencieuse, une contre-offensive citoyenne s'organise dans l'ombre. La résistance change de visage. Un calme inquiétant. Septembre 2023.
Le pays semble suspendu. Pas de grandes manifestations, pas de déclarations officielles. Dakar étouffe sous un silence pesant. Mais ce n'est pas la paix, c'est une pause avant la tempête. Le pouvoir verrouille. Les leaders d'opposition sont placés sous surveillance. Des journalistes sont convoqués, menacés. Des ONG se voient interdire l'accès à certaines zones. La censure numérique devient une arme quotidienne. Le Sénégal, jadis modèle démocratique, devient peu à peu une zone d'ombre. Mais dans cette obscurité, le peuple s'organise autrement. Plus de marches de masse, plus de slogans criés. Maintenant, c'est une résistance discrète, fluide, souterraine. La stratégie change. Des affiches anonymes fleurissent la nuit. Des documents confidentiels fuitent sur les réseaux. Des vidéos montées en secret dénoncent les abus. Des étudiants piratent des sites gouvernementaux pour y afficher des messages comme « Le peuple ne dort pas, il apprend à marcher dans l'ombre. Les visages se masquent, mais la volonté se renforce. » Même dans les quartiers riches, les élites commencent à douter. Certains hauts fonctionnaires désertent discrètement. Des diplomates parlent. Et dans les casernes, des silences lourds remplacent les ordres. Une voix clandestine surgit dans une web radio interdite. Nous ne marcherons plus pour qu'on nous voie. Nous marcherons pour les faire tomber. Un photographe indépendant capture une scène. Un groupe de jeunes dans une ruelle sombre, torches à la main, avançant sans un mot. Il l'intitule « Les ombres avancent ». Le pouvoir sent le sol trembler. Il multiplie les arrestations. Coupe l'électricité dans certains quartiers, mais partout des symboles apparaissent. Un S peint en rouge. Pour Sonko, peut-être, ou simplement pour Sénégal. Plan final. Une carte du pays la nuit. Les lumières s'éteignent, une à une. Mais dans le sud, dans l'est, dans les banlieues, de petites flammes s'allument. Une voix off. Quand la lumière s'éteint, les ombres dansent. Et parfois, elles renversent des empires. Le pays est à la croisée des chemins. Entre le retour à l'ordre ou l'appel au changement, le peuple n'a plus le luxe d'attendre. L'heure des choix a sonné. Janvier 2024. Les rues sont calmes. Trop calmes. Le pays retient son souffle. La date fatidique approche, la présidentielle de février. Mais une question hante chaque esprit. Ousmane Sonko pourra-t-il se présenter? Officiellement, il est condamné. Mais il n'est ni en prison, ni en exil, ni réduit au silence. Il est là, à Ziguinchor, libre d'apparence, enfermement de fait. Et cette présence seule fait trembler le sommet de l'État. Le Conseil constitutionnel sous pression. 9 hommes, 9 sages, enfermés dans leur tour d'ivoire. Ils savent que leur décision changera l'histoire. Valider sa candidature, l'écarter définitivement, rétablir une forme d'équité ou obéir à la ligne politique venue d'en haut. Dans les coulisses du pouvoir, la panique monte. Des scénarios sont écrits, effacés, réécrits. Certains parlent de négociations en douce, d'autres d'un exil forcé. Certains évoquent même un glissement du calendrier électoral. Mais une vérité demeure. Le peuple observe. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags envahissent les écrans. Justice Orion. Il doit se présenter. Le choix du peuple. Des artistes, des imams, des prêtres, des anciens militaires prennent position. Jamais le pays n'a été aussi divisé. Jamais il n'a été aussi lucide. Dans les rues, des pancartes silencieuses. Ce n'est plus une élection. C'est un miroir. Regardez-vous, le pouvoir tente une diversion. Un nouveau scandale éclate. Des arrestations symboliques sont organisées. Mais cela ne prend plus. Le peuple n'est plus naïf. Il attend une chose. La vérité, la justice, ou l'explosion. À la porte du destin, un peuple frappe. Plan final. Les 9 sages du conseil se réunissent autour d'une table ronde. Les visages sont graves. À l'extérieur, la foule grandit. Un plan serré sur une main qui tremble, prête à signer une décision. Une voix off. Il ne reste que 2 chemins. Celui de la peur, ou celui du peuple. L'heure des choix est venue. Dernier acte d'un bras de fer entre un homme et un système. La lutte dépasse la politique. C'est désormais une bataille pour l'âme d'un peuple. Février 2024, le jour de vérité. Le pays s'éveille dans un calme glacial. Dans les rues, les regards sont lourds. Personne ne parle à voix haute. Tout le monde attend. La décision du Conseil est tombée. Ousmane Sonko est officiellement écarté de la présidentielle. Motif, casier judiciaire incompatible. Aucune surprise. Mais un électrochoc. Le masque tombe. L'illusion du droit s'effondre. Et dans le silence, la colère remonte. Ziguinchor gronde. Des milliers marchent. Bougies à la main. Tête baissée. Mais l'énergie est là, palpable. À Dakar, Kaolack, Tambacounda, des mouvements éclatent, indépendants, spontanés. Ce n'est plus une campagne. C'est une résistance. Sonko s'exprime enfin. Dans une déclaration sobre, enregistrée de nuit, il dit « Ils ont triché le combat, mais ils n'ont pas éteint la flamme. Je ne me battrai plus pour être président.
Je me battrai pour que chaque enfant de ce pays puisse le devenir. Cette phrase devient un slogan. Des graffitis apparaissent sur les murs. Pas Sonko. Le peuple. L'épilogue se joue dans les urnes. Déserté. Une partie du peuple boycotte. D'autres votent blanc. D'autres encore résistent autrement. Mais plus personne n'a de doute. Le système a gagné l'élection, mais perdu le peuple. Et pourtant, une graine est plantée. Dans les écoles, dans les maisons, dans les diasporas. Une conscience est née. Un sentiment d'appartenance. Une volonté de vérité. Un héritage invisible mais profond. Plan final. Une petite fille dans une ruelle de Ziguinchor dessine au sol à la craie. Le dernier combat n'est jamais celui qu'on croit. Et elle sourit. Message de clôture pour votre audience YouTube. Et vous, quel combat menez-vous dans l'ombre? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne L'Envers de l'Histoire. Chaque semaine, des récits oubliés, censurés ou méconnus vous attendent. Parce que comprendre l'histoire, c'est déjà commencer à la changer. Activez la cloche pour ne jamais rater un épisode.